Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous ce matin pour discuter de l'importance du commerce interprovincial au Canada. Je vais juste commencer par vous raconter une anecdote rapidement. J'ai rencontré il y a quelques années un entrepreneur québécois qui est dans le clean tech. Il me raconte un peu son histoire quand il a décidé de se tourner vers l'exportation. Alors, son premier réflexe, comme plusieurs entrepreneurs québécois, a été de se tourner vers la France. Et là, il me dit, ça a pris 4 ans à arriver, là, break-even, commencer à faire de l'argent. Ensuite, je me suis tourné vers New York. Ça a pris 2 ans. Un peu plus tard, il a été invité à prononcer une conférence en Alberta. Il est sorti de la conférence avec 20 contrats. Il a déménagé en Alberta. Il fait de l'argent. Ça va bien. Il dit, finalement, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de passeport pour faire du commerce à l'intérieur du Canada, puis qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités que je n'aurais jamais pensé auparavant. Et cette rencontre-là est restée un peu dans ma tête, puis je me disais, ouais, c'est un enjeu important. Puis moi, dans mes fonctions, le commerce, même en français ou bilingue, est au cœur de mon quotidien. Et là, on voit dans les derniers mois, aux dernières semaines en particulier, les gouvernements au Canada qui ont une volonté politique, comme on n'a pas eu souvent, de faire tomber ces barrières-là. Alors, quel beau moment pour avoir cette discussion avec nos panélistes ce matin. Alors, je vais commencer avec M. Yves Desjardins-Siliano, qui est sur ma gauche. M. Desjardins-Siliano est PDG de Siemens Mobilité Canada. Il a été auparavant président et chef de la direction de Via Rail. Il a aussi occupé plusieurs fonctions de cadre dans sa carrière, que ce soit chez IBM, BCE, Air Canada. Il a aussi été chef de cabinet ministériel il y a quelques années. Et il a passé environ 25 ans de sa carrière à Toronto. Alors, bonjour, M. Desjardins-Siliano, merci d'être là. J'ai aussi Rodolphe Husny, qui est consultant, analyste politique. Rodolphe, au cours de sa carrière, a travaillé au commerce international. Il a participé à plusieurs missions commerciales et aux négociations de plusieurs ententes de libre-échange, incluant celle entre le Canada et l'Europe. Et comme il y a certainement des enseignements à tirer du commerce international quand on se penche sur le commerce à l'intérieur du Canada, alors Rodolphe va être une belle présence sur notre panel. Donc, peut-être juste avant de commencer, je vais vous dire que les barrières, selon les études, on dit que les barrières que l'on s'impose à nous-mêmes au Canada, ça représente l'équivalent de tarifs de 7 à 20 %. Alors que ce soit 7 ou 20, le bon chiffre, c'est beaucoup trop. Alors, dans ce contexte-là, on voit ce qui se passe avec les Américains. Les gouvernements veulent faire tomber ces barrières-là, c'est tant mieux. Mais au fil des années, le Canada s'était aussi doté d'une quinzaine d'ententes de libre-échange dans une cinquantaine de pays. Puis encore, assez souvent, on me dit, bien Yann, c'est plus facile pour moi de faire des affaires à l'international qu'à l'intérieur du Canada. Donc, on va essayer de démystifier tout ça. Donc, je vais commencer avec une première question, peut-être un peu plus large, un peu plus philosophique, en commençant par vous, M. Desjardins-Siliano. Qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour développer ce réflexe canadien-là? C'est-à-dire qu'on peut faire tomber les barrières, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que les entreprises vont nécessairement se mettre à faire plus de commerce entre elles. Donc, comment les gouvernements peuvent et doivent agir, selon vous, dans ce contexte-là? Alors, merci d'abord pour l'invitation. Alors, Siemens Mobilité, là, c'est dans le transport. Donc, on est dans les wagons passagers, les métros, les tramways, les systèmes ferroviaires et l'entretien d'infrastructures ferroviaires, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on appartient au groupe Siemens, le groupe industriel allemand, qui est aussi dans l'énergie, la santé, les processus industriels. Et donc, évidemment, comme tout homme d'affaires, la première chose que les gouvernements devraient faire, c'est alléger la réglementation et la démarche entreprise par le nouveau premier ministre, qui, j'espère, sera heureuse et réussira, c'est de réduire le fardeau réglementaire. Faire affaire au Canada pour une entreprise comme la mienne, ça veut dire multiplier les enregistrements pour les mêmes objectifs d'affaires dans tous les secteurs d'activité, côté santé et sécurité au travail, côté économie, côté lobbying, côté à tous les égards.
et de façon similaire, sinon identique, mais des processus qui doivent nécessiter des démarches individuelles, des calendriers qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, il y a un fardeau réglementaire qui, honnêtement, est déraisonnable vu l'opportunité, que ce soit à l'île du Prince-Édouard ou que ce soit en Saskatchewan. Il y a des environnements économiques au Canada qui ne justifient pas de porter un fardeau réglementaire comparable à une opportunité d'affaires en Ontario ou au Québec ou en Colombie-Britannique, où peut-être les économies sont plus fortes, plus grandes et les populations plus nombreuses. Donc, la première chose, c'est de réduire ces barrières-là. La deuxième, évidemment, c'est de permettre ce que semblent vouloir viser les premiers ministres lors de leur récente rencontre, c'est d'éliminer les barrières entre les provinces parmi toutes les professions, les secteurs économiques et industriels, que ce soit le mouvement de la main-d'œuvre, le mouvement des biens et services. Et évidemment, ça créerait en soi une grande opportunité et d'investissement pour les sociétés étrangères, comme la mienne, parce que là, vous avez accès au marché de façon beaucoup plus simple, par la déréglementation, mais aussi par l'ouverture du marché, puis la flexibilité de votre démarchage et de votre exécution et votre exploitation. Et évidemment, ça crée un ensemble plus grand. Donc, ce seraient mes deux objectifs premiers. Merci, M. Husny. Comment on fait pour développer le réflexe canadien, d'une part, puis peut-être, en complément, basé sur votre expérience avec le commerce international, il y a sans doute des enseignements que vous avez retenus qui peuvent s'appliquer si on veut maximiser les opportunités à l'intérieur du pays. J'aimerais ça vous entendre sur ça aussi. Merci Yann, merci à la conférence pour cette invitation. Vous savez, moi j'ai fait partie du gouvernement Harper en 2011 et on avait un agenda de commerce international très ambitieux, Canada-Europe, on a eu la Corée du Sud, le premier accord de libre-échange en Asie et après le partenariat transpacifique. Et une des premières rencontres, je travaillais pour le ministre du Commerce, Ed Fast, et une des premières rencontres qu'on a fait était avec Derek Burney. Derek Burney, l'ancien chef de cabinet de Brian Mulroney, et on voulait lui demander, ça se passe comment les négociations de libre-échange? Et il nous a dit quelque chose qui est toujours resté en tête avec nous durant ces 4 ans au gouvernement, mais qui s'applique à la fois au commerce international qu'au commerce intérieur. Il nous a dit, écoutez, un accord de libre-échange commence parce qu'il y a une volonté politique et se termine parce qu'il y a une volonté politique. Entre les deux, bien évidemment, il y aura le travail des fonctionnaires, il y aura de la négociation, il y aura des tables de négociation. Oui, vous allez parler des barrières tarifaires, vous allez parler des barrières non tarifaires, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la déréglementation, etc., mais parce qu'il y a une volonté politique. Et actuellement, je l'ai vécu en tout cas pour le libre-échange, c'est comme ça qu'on a pu conclure avec l'Europe, parce qu'il y avait une volonté politique, avec la Corée du Sud, parce qu'il y avait une volonté politique. Actuellement, je sens que oui, il y a une volonté politique au Canada, à la fois avec le nouveau gouvernement Carney, mais à la fois des premiers ministres, bien évidemment avec la tension américaine, mais ça va se terminer seulement s'il y a du courage politique à la fin, parce qu'on parle quand même de changements où chacun a un peu une chasse gardée. Mobilité de la main-d'œuvre, c'est bien beau de le dire, mais aller dire ça à la construction, par exemple, dans certains secteurs, il y aura beaucoup de résistance. Nous, on l'a vécu, par exemple. On l'a vécu quand on a négocié Canada-Europe. Les Européens voulaient avoir accès à des marchés publics au Canada. Les marchés publics dépendent souvent de provinces. On a dû dire aux provinces, vous devez ouvrir, par exemple, Hydro-Québec s'il y a des achats publics. Mais c'est la même chose pour les provinces canadiennes. Des fois, c'est plus difficile pour une entreprise canadienne d'une autre province de faire affaire au Québec que des entreprises américaines. Et un autre élément aussi qu'on peut apprendre du libre-échange, c'est la relation Canada-États-Unis. Oublions actuellement ce qui se passe avec le président Trump, mais dans le passé, il y a eu des initiatives Canada-États-Unis pour faire tomber les barrières non tarifaires exactement comme on devrait faire au Canada. Par exemple, l'automobile. On a vu tellement d'exemples en automobile où on s'est dit, OK, si c'est approuvé aux États-Unis, ce système, ça doit être approuvé au Canada et vice-versa. Pourquoi dédoubler le travail en termes de normes de sécurité, en termes de normes, etc. Si on a réussi à le faire pour l'automobile entre deux pays, comment on n'arrive pas à le faire pour d'autres normes à l'intérieur de nos provinces? Donc, je pense qu'il y a un enseignement qui peut être fait du commerce international, mais il faut le faire de la même façon. Ça veut dire, j'estime que
les mesures qui sont mises en place, qu'on a une négociation de libre-échange à l'international, doivent être les mêmes pour le commerce intérieur. Il faudrait avoir un secrétariat, par exemple, au commerce intérieur, parce que les barrières peuvent exister de plus en plus. Oui, on va en enlever quelques-unes, et après, il va y avoir une nouvelle réglementation d'un autre côté, puis ils vont réapparaître. Donc, c'est un processus permanent et une vision permanente qu'il faut avoir, en tout cas, pour négocier un accord de libre-échange et ensuite s'assurer que les résultats sont maintenus. Monsieur Desjardins-Siciliano, l'économie canadienne compte environ 5 millions d'entreprises si on inclut les entreprises d'un seul employé, mais disons un peu plus d'1 million quand on parle d'une entreprise plus traditionnelle avec un certain nombre d'employés. 116 000 de ceux-là sont francophones à l'extérieur du Québec, soit dit en passant. Je suis convaincu que plusieurs personnes l'ignoraient ici dans la salle. Ça existe pour vrai, des entrepreneurs francophones à l'extérieur du Québec. Quand une entreprise cherche à atteindre des nouveaux marchés à l'international ou que ce soit des marchés canadiens, on voit souvent le réflexe des missions commerciales. C'est comme on dirait que c'est naturel, on s'attend à ça. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Une autre façon à laquelle on pense peut-être un peu moins, c'est de réussir à pénétrer les chaînes d'approvisionnement d'une grande entreprise, parce qu'une fois qu'on a réussi à faire ça, cette grande entreprise-là peut avoir besoin de nous pour ces grands projets, que ce soit au Canada ou à l'international. Vous dirigez vous-même une grande entreprise, vous avez une grande expérience de cadre. Une fois que j'imagine qu'il y a des enjeux comme la capacité de production, par exemple, pour répondre à la demande. On voit ça autant dans les missions commerciales que pour les chaînes d'approvisionnement, mais j'aimerais ça avoir votre perspective sur c'est quoi les conseils que vous auriez à donner à des entreprises qui aimeraient explorer cette voie-là, de se dire, bien moi, plutôt que d'embarquer dans des missions commerciales puis de m'en aller un peu partout au Canada ou à l'étranger, je vais plutôt essayer de cibler des multinationales qui sont dans ma province pour essayer de voir avec elles comment je peux les aider dans leur chaîne d'approvisionnement. J'aimerais ça vous entendre de votre perspective. C'est quoi que vous avez besoin, vous, quand une entreprise souhaite embarquer dans votre chaîne d'approvisionnement? Alors, effectivement, l'approvisionnement faire partie de la chaîne d'approvisionnement d'une multinationale, que ce soit IBM ou Siemens, c'est une façon d'accéder au marché international de façon beaucoup plus efficace pour une PME québécoise ou même une grande entreprise québécoise. Comment s'y prendre? Bien, ça part évidemment avec le démarchage naturel de l'entreprise, de se faire voir, de se faire connaître à travers les moyens traditionnels de l'industrie à laquelle vous appartenez. Mais il faut avoir l'audace d'innover et d'amener quelque chose de nouveau à la table. Hein? Les produits fabriqués par Siemens sont approvisionnés à travers le monde pour toutes les composantes et les sous-systèmes. Et on va là où il y a de l'innovation qui nous donne un attribut distinctif par rapport à notre concurrent et qui donne plus de fiabilité ou plus de fonctionnalité. Alors, il faut commencer vous-même à avoir un produit qui est best of breed ou qui est de classe mondiale, parce que cette chaîne d'approvisionnement-là ne sera pas seulement pour votre marché immédiat, géographique, mais bien pour servir le monde. Alors, commencez avec cet objectif-là en tête, faire un produit, créer un produit innovant qui est le meilleur dans sa catégorie. Une fois ce produit existant, approchez la multinationale, donc nous approcher, pour intégrer ce produit-là dans ce qu'on fait. Donc, je vous disais tantôt, nous, on fabrique des locomotives, on fabrique des trains passagers, des métros, des tramways, des systèmes ferroviaires, communication, signalisation et tout le reste. Alors, nous approcher pour faire partie de cette chaîne, à mon avis, humblement, ça m'apparaît beaucoup plus efficace que de participer à toutes sortes de missions commerciales où souvent les objectifs sont très peu définis, les spécifications techniques sont très peu connues au moment de signer des ententes pour des photo-ops et des opportunités médiatiques, puis ça finit point-point. Okay? Il ne se passe rien parce que soit que la demande est trop grande et que vous n'avez pas la capacité de production, ou vous ne rencontrez pas les specs techniques quand ça rentre dans le détail, après que les caméras sont éteintes, et donc vous avez perdu un peu votre temps, sauf que vous avez peut-être fait un beau voyage. Mais je pense beaucoup plus efficace de développer un produit innovant, d'approcher des constructeurs comme nous, avec l'idée de faire partie d'une chaîne de montage pour des produits qui sont répandus ou distribués à travers le monde. Mais ça commence avec l'innovation. Puis je pense que c'est là que le défi que nous pose
le marché américain aujourd'hui est une opportunité. Les sociétés canadiennes, le gouvernement du Canada, les gouvernements ont très peu investi dans le passé en recherche et développement. Les produits canadiens innovants ne se comptent pas par les milliers, malheureusement. Souvent, les innovateurs doivent trouver leur financement aux États-Unis, donc ils bâtissent leur chaîne de fabrication aux États-Unis ou ailleurs, parce que le capital de risque est très gêné au Canada au niveau des premières étapes du développement d'un produit. Alors, il faut qu'on reprenne cette souveraineté de se dire, non, on va développer des produits au Canada, on va les financer, on va avoir des gagnants et des perdants, comme dans n'importe quel marché, mais une fois qu'on aura un produit innovant, on aura une opportunité d'accéder à des chaînes d'approvisionnement qui desservent le Canada, mais qui desservent le monde avec les mêmes produits qu'ils vendent ici au Canada. Monsieur Husny, vous avez parlé tantôt de libre circulation de la main-d'œuvre aussi. Il y a quelques mois à peine, moi j'étais au Nouveau-Brunswick dans le cadre d'une tournée dans mes fonctions. Puis dans la même conversation, il y a quelque chose d'un peu fascinant où on me racontait à quel point il y avait des pénuries dans la construction pour construire des logements, puis que bon, la capacité d'accueil ne suivait pas l'immigration, puis que ça prenait des gens en construction, puis etc. Et à peu près 10 minutes plus tard, on me raconte l'histoire d'un maître électricien qui arrivait de son pays d'origine. Ça fait 20 ans qu'il gère des chantiers en construction, en électricité. Et avec le corporatisme local, on a décidé qu'il n'était même pas éligible à faire un test pour évaluer ses compétences selon les standards locaux. Et on le forçait à faire comme s'il sortait de l'école, finalement. Alors, les probabilités que cette personne-là soit toujours au Nouveau-Brunswick dans 1 an ou 2 avec sa famille de 6 personnes sont probablement faibles. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu justement de comment on peut favoriser cette libre circulation-là, comment on fait pour mobiliser tous les acteurs qui ont un rôle à jouer là-dedans pour arriver à faire en sorte que c'est bien beau parler de faire tomber les barrières au commerce pour la circulation des biens et des services. Mais si la main-d'œuvre ne peut pas circuler d'une province à l'autre, je ne suis pas sûr qu'on avance beaucoup, là. Oui, et ce qui est quand même paradoxal, pour revenir un tout petit peu au libre-échange ou au commerce international, c'est que l'accord de libre-échange, que ce soit NAFTA, l'ALENA ou CUSMA, a quand même une mobilité de la main-d'œuvre. C'est-à-dire on a réussi à négocier avec les États-Unis, je pense que c'est une 60 professions, architectes, comptables, etc., que si vous vous présentez à la frontière, vous pouvez demander un permis de travail aux États-Unis en montrant vos études, votre CV, et que vous avez une offre d'emploi aux États-Unis à la frontière. Donc, il y a 60 professions qu'entre le Canada et les États-Unis, on peut se présenter à la frontière et pouvoir travailler aux États-Unis et inversement. Mais comme vous venez de le mentionner, Yann, quand on est au Québec ou en Ontario, ben non, on ne reconnaît pas la reconnaissance, les électriciens, les normes différentes, par exemple, juste de construction. Comment ça se fait qu'on n'est qu'un pays, mais qu'on a des fois des normes de construction entre des provinces, ce qui fait qu'ensuite, on n'est pas en train de renforcer notre économie. Vous savez, je veux juste vous dire une petite anecdote. Moi, je suis allé travailler à Ottawa du Québec. Bon, finalement, on a perdu le gouvernement. Je suis revenu au Québec. Puis, j'avais ma voiture que j'avais achetée au Québec. Je suis allé en Ontario. Je l'ai fait immatriculer Ontario. Je suis revenu au Québec. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Vous devez faire passer une inspection à votre véhicule. J'ai dû payer pour une inspection, perdre une journée de travail pour refaire immatriculer ma voiture que j'ai achetée au Québec parce que j'étais allé en Ontario, puis ensuite je reviens au Québec parce que je redeviens résident. On me dit « Ah non, cette voiture-là, il faut la faire vérifier. » Mais c'est la même économie, c'est la même frontière. Donc vous imaginez le coût de productivité, et ça c'est juste pour moi un individu. Donc c'est vrai, oui, on a un problème de mobilité de la main-d'œuvre, et c'est pour ça que je me dis comment ça se fait qu'avec les États-Unis, ou même des fois dans le cadre de libre-échange, on arrive à aller plus loin, où on arrive à se dire, OK, on a une certaine forme de reconnaissance, mais on n'arrive pas à le faire à l'intérieur même de notre économie canadienne. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut adopter cette philosophie de libre-échange à l'intérieur du pays, mais en négociant, ça veut dire, et si on n'a pas des structures qui sont permanentes, et c'est ça que j'ai peur, c'est que là, il y a un mouvement politique. Et oui, je vous ai dit, ça commence parce qu'il y a un mouvement politique, ça se terminera, j'espère,
lorsqu'il y aura un mouvement politique, mais après, le travail va continuer parce qu'il y aura toujours des nouvelles barrières, il y aura toujours des nouvelles réglementations. Ça fait partie de certains syndicats ou de certaines pressions de certains acteurs qui vont dire « Ah, ben il faut changer ci ou il faut changer ça ». Donc, si on ne crée pas quelque chose de permanent, je ne pense pas que ça va fonctionner. Pour terminer, une autre anecdote. Vous savez que je pense que c'était en 2011, sous le gouvernement Harper avec le président Obama, on a fait 2 initiatives. On avait fait l'initiative Check Once, Approve Twice. Donc, ça veut dire qu'une fois que c'était approuvé au Canada, c'était réciproquement aux États-Unis et vice-versa. Et on avait fait le Conseil Regulatory Council Corporation. Ou si, par exemple, un casque de hockey était approuvé au Canada, bien, il devait être approuvé aux États-Unis. Il y avait un conseil permanent, que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour les voitures, l'automobile, que ce soit pour les sièges d'automobile. On a réussi à créer entre le Canada et les États-Unis un conseil pour que les entrepreneurs, les entreprises puissent aller porter ces problèmes, ces barrières non tarifaires qu'on appelle. Je pense que si on est sérieux par rapport au commerce intérieur, on doit avoir la même philosophie. Intéressant, merci. Monsieur Desjardins-Siliano, je voudrais aussi qu'on parle un peu des contrats publics parce que, bon, le protectionnisme, c'est cyclique, on le voit, que ce soit ici ou ailleurs, il y a des cycles. Des fois, on l'a un peu plus, des fois, on l'a un peu moins. Depuis la pandémie, puis encore plus là, avec les tensions actuelles avec les Américains, on le ressent ici aussi, où on se dit, en tout cas, nos politiciens aiment ça, nous dire que, bien là, dans les contrats d'appel d'offres publics, on va favoriser les entreprises canadiennes. Bon, je ne suis pas trop sûr légalement jusqu'où on peut aller là-dedans parce qu'on est quand même signataire d'une quinzaine d'ententes de libre-échange, mais c'est quoi les avantages puis peut-être les inconvénients d'être trop protectionniste quand on a une économie qui dépend énormément de ses exportations puis qu'on est un petit marché, parce qu'il n'y a pas là aussi des risques de frein à l'innovation? Alors, les approvisionnements publics, ça, c'est un peu compliqué et délicat, là, parce qu'évidemment, mes clients sont surtout des sociétés publiques, des sociétés de transport. Mais comme citoyen, comme contribuable, j'aimerais penser que la dominante, c'est le meilleur produit au meilleur prix, dans les meilleures conditions contractuelles et de livraison et d'exécution. Ça devrait être le critère premier. Maintenant, s'ajoute à ça la réalité politique, où on veut créer de l'investissement ou faciliter de l'investissement, parce que je n'aime pas l'idée de créer, que le gouvernement crée des emplois. Moi, je crée des emplois. Le gouvernement, sa job, c'est de me permettre de créer des emplois. Et donc, donc, l'objectif politique qui veut faciliter ma création d'emplois, faciliter mon investissement dans un territoire géopolitique, une province, une municipalité ou un pays, va faire qu'on va avoir des exigences de contribution économique. Et c'est là que, des fois, le bas blesse, parce que quand vous appartenez à un groupe industriel comme le mien, Siemens, où on est dans plusieurs secteurs industriels, si moi, ma division fait du matériel roulant pour passagers, et vous regardez ma contribution économique dans une géographie donnée, que ce soit une municipalité ou une province ou un territoire, puis vous ne regardez que cet élément-là, bien là, je peux avoir un désavantage économique, mais j'ai surtout l'insulte de ne pas avoir le crédit qui me revient d'appartenir à une famille plus grande. C'est-à-dire que, par exemple, au Québec, le Siemens a plus de 2000 employés à travers ses différentes filiales. Mais dans mon contexte à moi, j'en ai à peu près 150. Hein? Alors, si vous me donnez crédit pour avoir mes 150 employés, puis pas reconnaître le fait que j'ai 5 usines en énergie, en santé, et que j'ai une contribution économique importante au Québec, bien évidemment, le bas blesse un peu à mon actionnaire. Parce que lui, on a organisé la société avec des filiales pour des raisons qui nous appartiennent au niveau gouvernance, au niveau fiscalité, au niveau concentration des efforts, mais pas pour être désavantagé dans notre comparaison au niveau de l'évaluation économique de l'entreprise. Alors, ma recommandation à cet égard, c'est que quand on décide de faire de la politique industrielle en jugeant de la contribution économique d'un fournisseur, on devrait regarder l'ensemble de sa contribution économique à l'intérieur de la famille à laquelle il appartient et non pas nécessairement son secteur d'activité spécifique.
d'abord. Le deuxième élément, c'est ce que je disais tantôt. Ces investissements en R&D, ces investissements en innovation, la qualité de ces produits. Parce qu'en bout de piste, comme contribuable, j'aimerais savoir qu'on a les meilleurs produits, qu'on n'a pas des produits un peu bâtards ou qui sont de qualité inférieure parce qu'ils rencontrent des objectifs politiques. Parce qu'en bout de piste, je vais m'en servir, moi, de ces produits-là. Hein? Donc, je n'aimerais pas qu'ils tombent en panne tout le temps ou qu'ils ne soient pas disponibles parce qu'il neige ou qu'il fait trop soleil ou parce qu'il pleut. Hein? J'aimerais que ça marche tout le temps. Fait que donc, assurez-vous que ce soit le meilleur produit. Mais pour faire ça, il faut qu'on encourage la recherche et le développement et l'innovation. Et on est un peu timide là-dessus au Canada. Puis ça revient à votre première question, qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire? Bien, peut-être encourager ces éléments-là à travers des mesures fiscales, par exemple, au niveau du calcul de la fiscalité de la recherche et le développement et l'innovation. Peut-être qu'on veut permettre aux entreprises de faire ça plus facilement qu'aujourd'hui. L'année dernière, c'est environ 41 des entreprises canadiennes qui ont fait des achats dans une autre province au Canada et environ 27 qui ont fait des ventes. On sait qu'historiquement, le commerce s'est fait surtout nord-sud. Le 2/3 des Canadiens vivent à 100 km et moins de la frontière. Le taux de change est généralement avantageux. Mais dans le contexte actuel, où si on a un moment historique pour saisir ces opportunités-là de mieux commercer ou de plus commercer à l'intérieur du pays, j'aimerais peut-être vous entendre avec les 3 minutes qui nous restent sur ce serait quoi les 1 ou 2 conseils que vous auriez à donner à des entrepreneurs qui souhaitent explorer cette voie de faire un peu plus de commerce à l'intérieur du pays. Peut-être que je commence avec vous, Rodolphe. Oui, écoutez, c'est paradoxal. Quelqu'un m'avait déjà dit de la Banque Scotia qu'ils avaient ouvert un bureau aux Caraïbes avant d'ouvrir un bureau à Toronto, par exemple, pour vous montrer à quel point le commerce était du Canada et vers, bien sûr, le Sud. Moi, il y a 3 choses que je voudrais dire. Tout d'abord, les entreprises ont une responsabilité en termes de productivité. Trop longtemps, puis je l'ai vécu en tout cas quand on était au gouvernement, trop longtemps, les entreprises ont juste bénéficié du taux de change en se disant, bon, ben, ma marge vient du taux de change, n'ont pas investi en machinerie. Même quand le dollar canadien était plus fort, on a eu des lacunes en termes de productivité. Donc ça, ce serait le premier élément. Oui, combien de fois, moi en tout cas, quand on était au gouvernement, on s'est dit, écoutez, on n'a pas ouvert des marchés en Europe, en Asie, le TPP, etc., pour que vous continuiez à toujours regarder juste aux États-Unis. Donc il y a un effort de diversification qui doit être fait, mais pour faire cet effort de diversification, il faut déjà aussi avoir investi puis être productif au Canada, et je pense qu'en tout cas, ça a été une lacune. Donc, il y a 2 responsabilités, d'être fort à l'interne pour pouvoir, en tout cas, exporter puis explorer des nouveaux marchés, par exemple, en Europe ou en Asie. Monsieur Desjardins-Siliano. Bien, je me répète, là, l'innovation. Hein, moi, je suis un capitaliste, donc je crois à la concurrence, et je crois que la concurrence a un level playing field, là, dans un environnement où les chances sont égales. Celui qui est le plus innovant, celui qui a la meilleure idée, devrait normalement gagner, en autant qu'il est raisonnable dans sa recherche de profit et dans sa capacité de livrer. Donc, l'innovation. Et les gouvernements doivent encourager l'innovation. Comme je disais, il y a des mesures fiscales qui peuvent être prises. On a des excellentes écoles d'affaires, des excellentes écoles d'ingénierie au Canada. On est capable de développer les meilleurs produits au monde. On l'a fait, malheureusement, trop souvent exporté. J'ai commencé ma carrière chez IBM, j'ai suivi chez BCE. Tu sais, Bell Canada, c'est le meilleur exemple. Quand Alexander Graham Bell a créé le téléphone, il a dû aller à Boston se faire financer et c'est devenu un produit d'abord américain. Et c'est l'histoire du Canada en termes d'innovation. Alors, les gouvernements doivent créer un environnement où l'innovation est récompensée, encouragée par les méthodes fiscales et autres, et capitaliser sur la qualité de l'ingénierie que nous avons ici au Canada, les écoles d'ingénieurs et les écoles d'affaires. Puis, à mon avis, si on fait ça, peu importe le marché auquel on s'adresse, un marché pan-canadien, un marché européen, asiatique ou américain, parce que ce jour-là va revenir, ou en fait, ce jour-là, à mon avis, ne disparaîtra pas, on va gagner. Et le Canada est capable de, comme ils disent en anglais, punch higher than your weight. Hein? On est un petit joueur, mais on a beaucoup, beaucoup de pouvoir de par la qualité de notre main-d'œuvre, notre système d'éducation, notre système de santé. Il faut juste avoir l'audace et être encouragé par le gouvernement à faciliter cette audace et cette ambition canadienne. Merci beaucoup. En terminant, je veux juste saluer Christian Paradis, l'ancien ministre de l'Industrie, qui est dans notre salle en ce moment et qui était un des premiers à pousser l'enjeu
du commerce interprovincial à l'époque où il y avait un vent de face, pas mal plus qu'aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il est très heureux de voir que finalement, on semble se diriger dans la bonne direction. Mais M. Paradis, c'est grâce à des gens comme vous que 10 ans plus tard, ça commence à être une réalité. Alors, merci beaucoup. Alors, merci à vous, chers panélistes, cher public. J'espère que ça commence bien votre journée de réflexion pour cette 3e journée de la Conférence de Montréal. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.